Chers internautes, chers followers de Blanche Info, auditeurs, auditrices et téléspectateurs de la radio-télévision Canal Orient, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus dans cet autre numéro de votre émission de chaque jour sur la plateforme Blanche Info. Aujourd'hui, nous allons parler du quotidien derrière les barreaux. Quotidien derrière les barreaux reçoit à ce jour la personne qu'on appelle Jedidia Mabela, qui est Jedidia Mabela, activiste de droits de l'homme. Il est militant de la lucha. Il est également directeur exécutif de l'ONG AJDBH. À ce jour, on le reçoit en qualité de nation prisonnier très récent. Nous sommes vraiment ravis de l'avoir avec nous. On va discuter en long et en large et il va nous permettre de connaître ce qui se passe dans notre monde qu'on appelle communément les Zaïre. Alors, je reçois sur ce beau plateau Jedidia Mabela. Mesdames et messieurs, Blanche Info. Jedidia Mabela, bonjour et bienvenue sur ce beau plateau de notre émission. Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et ceux qui nous suivent également à travers la télé et la radio. Je suis très content d'être invité à cette émission que je suis généralement. J'ai suivi plusieurs épisodes avec plusieurs invités. Aujourd'hui, tout le plaisir, tout l'honneur est pour moi d'être accueilli sur ce plateau. Accepte qu'on t'appelle quand nous ancien prisonnier. La prison centrale, comment ça s'est passé? Comment vivent les prisonniers? Alors, avant que je réponde à cette question, permettez quand même que je revienne un peu sur ce qui m'a amené aux Zaïre. Je suis, comme tu l'as dit à l'introduction, je suis un citoyen foncièrement engagé pour les changements dans mon pays. Je milite pour la justice sociale et la dignité humaine au sein du mouvement citoyen Lucha. Et nous avons eu à organiser plusieurs activités de communication autour de la gestion de la province de la Tchopo. Il vous souviendra que nous avons été les premiers à tirer la sonnette d'alarme pour dire à l'Assemblée provinciale d'éviter toute forme de rapprochement avec l'exécutif provincial qui compromettait évidemment le travail de contrôle parlementaire. Ce que nous avions appelé, exact, ce que nous avions appelé un copinage institutionnel qui mettait en péril, voyez-vous, l'équilibre du pouvoir et la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Et beaucoup de personnes ne nous avaient pas bien compris à l'époque. Mais après, l'histoire, le temps qui est le meilleur juge nous a donné raison. Nous sommes revenus plusieurs fois parce que, vous savez, dans cette ville de Kisangani, qui manque d'électricité, on connaît une pénurie d'électricité assez persistante. La ville qui manque d'eau potable, qui manque d'électricité, et aussi avec une voirie urbaine, même si certains tronçons sont en cours de réhabilitation, mais la plupart de la voirie urbaine est désuète. On est à Kisangani, une ville qui est déconnectée de ces territoires parce que les routes d'intérêt provincial qui relient la ville et les 7 territoires de la Tchoko sont dans un état de développement très avancé. C'est impossible d'aller à Banalia par exemple, à bord d'un véhicule, parce que la route est complètement délabrée. Et si ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'action, bientôt cette route sera reliée sur le relief de notre pays. Alors, sur la carte de notre pays. Alors, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur la qualité exécrable, sur la catistocratie qui gangrenait la gouvernance de notre province. On était mal compris. Nous sommes allés le 30 septembre 2025 devant le bureau de l'Assemblée provinciale. Nous étions porteurs de mémorandum, un mémorandum qui demandait essentiellement à l'Assemblée provinciale d'exercer, de faire son boulot. Ça veut dire de contrôler l'exécutif provincial sur plusieurs dossiers et de tirer les conséquences politiques qui pouvaient en découler. Et donc, une manifestation pacifique pour laquelle les autorités ont été informées, la manifestation a viré à une répression policière sanglante. Nous avons été tabassés, nous avons été bastonnés, nous avons été chicotés, au point même que l'un de nous était grièvement blessé sur la tête. Et donc, comme nous sommes des citoyens pacifiques et non violents, nous avons résisté dans la non-violence jusqu'à ce que le président de l'Assemblée provinciale était obligé de nous recevoir avec les membres de son équipe du bureau. Ils nous ont reçus, nous avons lu et déposé un mémorandum
le jour-là, au niveau de l'Assemblée provinciale. Le mémorandum, c'était la rentrée parlementaire, et dans ce mémorandum, nous avions notamment demandé à l'Assemblée provinciale de creuser à fond sur, premièrement, la trifacturation, ou bien si vous voulez, la surfacturation des travaux de réhabilitation des routes. Pour une route, c'est là les contrats que nous avions d'ailleurs déposés à l'Assemblée provinciale et qui circulaient à travers les médias et les réseaux sociaux. Une route avait coûté autour de 63 000 $, la réhabilitation d'une route en terre battue. Alors que dans les standards internationaux, la réhabilitation d'une route en terre battue vous coûte autour de 23 à 25 000 $. Et donc, le prix de la réhabilitation avait quasiment triplé selon ce contrat. Alors nous, on a dit l'Assemblée provinciale doit creuser à fond. Pourquoi on va nous faire des routes à ces prix-là et que ce sont des routes à terre battue? Nous avons également demandé à l'Assemblée provinciale de creuser aussi à fond sur le contrat de fourniture et d'achat de véhicules. Par l'Assemblée du bureau. Exact, par l'Assemblée, par plutôt le gouvernement provincial. Nous avons aussi dénoncé l'organisation des doubles concerts par le gouvernement provincial de la Chopo. Concert de la Merci au président. Mais madame, on organise, c'est comme si vous avez des enfants qui n'ont pas à manger et vous choisissez d'inviter un artiste comédien. Je respecte bien le boulot des comédiens. Mais si vous avez un enfant affamé à la maison, au lieu de chercher pour cet enfant à manger, vous décidez d'inviter un artiste comédien pour lui faire rire. L'enfant va rire, mais la famille ne va pas quitter son ventre. Un bon parent doit juger la priorité entre donner à manger à son enfant qui est affamé, que de lui soumettre un exercice divertissant du reste passager. Et là, vous dites que c'est la somme de ces choses que vous emmenez en prison. Exactement, nous allons dénoncer ces choses-là, et normalement, même dans une, comme je l'ai dit dans mon papier, ma communication à la sortie de la prison, même dans une démocratie naissante, même dans une démocratie titubante, je ne pouvais pas me retrouver en prison pour avoir exercé ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression et ma liberté de manifestation dans le strict respect des lois de la République. Alors, je ne vais pas me retrouver en prison pour ça. Alors, notre thème de ce jour, c'est le quotidien derrière les barreaux. Prière nous parler de votre séjour. Vous avez passé presque un mois derrière les barreaux. La vie quotidienne, ça se passe comment? Les prisonniers, alors, rythme de vie. Alors, il faut dénoncer non seulement le système carcéral congolais, mais aussi le système judiciaire congolais. Moi, par exemple, j'ai été arrêté dans une procédure qu'on a qualifiée de flagrance. Le même jour où je suis arrêté, le même jour, j'ai été auditionné au parquet de grande instance, près de la cour d'appel. Le même jour, j'ai été déféré devant le tribunal. Et le même jour, dans une instruction presque sommaire, parce que je me rappelle encore que le président de la composition des juges m'avait essentiellement demandé mon nom quand je finis à décliner mon identité et qu'il fallait répondre à la première question. Directement, ils étaient fatigués parce qu'ils avaient eu une autre audience et du coup, ils ont levé l'audience. Ils n'ont pas convoqué ce qu'on appelle la chambre du conseil pour délibérer autour de la mise en arrêt provisoire, ce qu'on appelle le MAP. Mais directement, allez, on me jette en prison. Et j'arrive ce jour-là à 19h. J'arrive à 19h, ex-tolard que je suis. Premièrement, je remarque que le système carcéral est en pleine désintégration. Parce qu'arrêté en 2017, je pouvais quand même me contenter de la fourniture de l'électricité et de l'eau potable. En 2017, quand j'ai été arrêté en décembre, pour avoir également dénoncé le glissement de l'ancien président Kabila et pour avoir demandé son départ, c'est que là, j'étais aussi amené à la prison la nuit. J'étais accompagné d'un collègue que je salue en passant, Zachary Kimombe. Il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau. Mais cette fois-ci, je remarque à 19h, le 1er octobre, madame, je suis accueilli par les ténèbres. Je suis accueilli par l'obscurité. Premier constat, il n'y a pas d'électricité. Je me dis, vous
rapidité de la justice. Je dis, mais la mort vient de l'accuser de propagation de faux bruits parce que je dis qu'il n'y a pas le délestage cyclique et chronique de l'électricité à Kisangani. Mais je viens ici, je me rends compte que ce bruit-là, il est vrai, il n'est pas faux, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et bref, le premier jour, j'arrive autour de 19h30, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. J'attends quand même au niveau de la porte à l'entrée, parce qu'aux Zaïre, on ne va pas de n'importe quelle façon. Là-bas, c'est les Zaïre. Il fallait attendre que je sois enregistré. Je retrouve un garçon très gentil. Il faut que je le signale. Parmi les détenus. Gentil. Il y en a beaucoup, on aura le temps de revenir dedans. Je parle du premier jour comme vous m'avez posé la question. Je retrouve celui qu'on appelle le secrétaire de prisonnier. Donc ça veut dire que lui, il s'appelle secrétaire général parce qu'il assure le secrétariat à l'interne. Vous voyez? Parce qu'au niveau de la prison, il y a l'administration pénitentiaire qui travaille normalement. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'ils se sont déjà très dévoués malgré la situation conjoncturelle dans laquelle ils travaillent. Mais ils sont dévoués, ils sont excellents, ils sont performants. Mais au niveau aussi des détenus, il y a aussi notre propre administration d'Isaïe. Et donc le roi d'Isaïe qu'on appelle capitaine général, il envoie son secrétaire détenu. Et quand il me pose la première question, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, je parle et j'écris. Parce que c'est ce que je fais dans la vie. Moi, je parle et j'écris. Donc, je suis blogueur, je suis activiste, je suis chercheur indépendant. Tout ce que je sais faire, c'est parler et écrire mes vidéos. Le roi Zaïre, ah ouais, tu dis, tu parles et tu écris. Qu'est-ce que tu fais? Je l'écris. Et du coup, il m'enlève, mais quand même, il n'y a pas d'électricité. Et malheureusement pour moi, j'arrive le jour où il y avait évasion. Il y avait un détenu, il n'était même plus détenu, il était déjà un condamné. Bref, il y avait un prisonnier qui avait pris la poudre de scampette ces jours-là, qui a escaladé le mur. Et donc, j'arrive dans ce contexte-là, j'avais fait une violence là. Très tendu, je vous dis. Et moi, on me jette directement, on me dit, attends que le capitaine général, il est sorti, il est en mouvement, il est en train de veiller la sécurité intérieure de la prison. Et comme il y a eu l'évasion, tu dois attendre pour être enregistré. Excuse-moi, est-ce que le capitaine général là, lui aussi, c'est un prisonnier? Exactement. C'est lui le roi d'Isaïre. Et pour être le roi d'Isaïre, le premier critère d'éligibilité, c'est qu'il faut être un prisonnier. Et donc, il s'agissait d'un consort prisonnier, mais qui était élevé en dignité. En tout cas, il a fait plusieurs années en prison. Et je vous rassure que l'intelligence de l'administration pénitentiaire de Kisangani, qui a mis en place une administration parallèle des détenus, et la garantie qui permet la sécurité et l'ordre à l'intérieur de la prison. S'il n'y avait pas cette administration parallèle propre des détenus eux-mêmes, je vous dis, la situation serait encore plus dramatique. Et donc j'attends que le climat s'apaise un peu, parce qu'il y avait un an, le mec avait pris escaladé le mur, l'attente était longue, j'ai attendu de 19h à 21h. Je ne mangeais pas, je ne parlais pas, j'étais là assis. Tu avais quand même faim. Mais oui, j'avais faim parce que ma conscience ne me reprochait de rien. Je n'ai pas fait, je n'ai commis aucun crime. On m'envoie la main pour me m'isoler, pour m'étouffer, pour tenter de me taire. Et donc j'avais littéralement faim. Littéralement faim. J'attends pendant 3 heures le roi d'Isaïe, le capitaine général. Je ne sais pas, il est très broché. Parfois, nous avons la télé là-bas. Quand on vient sur Canal Orient, je le salue, capitaine général. Il fait 3 heures pour revenir vers moi. Et quand il débarque, la première question, dis-moi où tu es. Je ne sais pas comment répondre en fait, parce que je suis stressé. Je ne savais pas ce qui m'attendait, je croyais que je serais tabassé et tout. Je viens te dire que je suis un ex-tolard. Je suis allé à la prison plus d'une fois, pour des causes justes. Pour des causes justes, à cause de mon engagement, malheureusement, on m'a envoyé en prison plus d'une fois. Injustement toujours. Alors, j'attends, il dit, non, tu as, je ne sais pas quoi il veut. Je dis, mon président. Je dis, mon président, il y a eu du Congo. Il dit, ah, ok. Tu étais quand même conscient que tu étais déjà Zaïre. Exact. Exact. Il y a eu du Congo. Et puis il me dit, mais vraiment le nom, je lui dis comment je m'appelais. Il m'a dit pourquoi j'ai été arrêté. Il m'a dit, violé. Et lui, j'ai dit, mon président, c'est ça, je n'ai pas fait. Je suis ici parce que je dis que le gouvernement provincial de la Tchopo doit recentrer sa gestion sur les priorités.
Mais maintenant, les priorités de la population, mais maintenant, un seul individu s'est constitué sur les bons partis civils. L'individu, c'est M. Paulin Mendelia, que je salue. Il s'est constitué parti civil. Parce que pour lui, c'était sa personne que je diffamais et j'ai imputé les choses à ça. Alors que, on s'y connaît, en tout cas, je n'ai aucun problème avec M. Paulin. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je ne l'aurai aussi jamais. La presse qui me dit, je dis, ce monsieur n'a rien fait, ils m'ont acquitté. Et donc, j'explique ça au roi du Zaïre. Ah, donc toi, tu es le prisonnier du gouverneur. Il faut bien d'être clair. Il me dit, il me prévient qu'un autre garçon qui était là, que je salue aussi en passant, lui aussi il était arrêté en procédure de flagrance. Un jour avant moi, arrêté et condamné. Il a été condamné à une année de prison. J'ai prouvé que voilà, il a aussi un appel, que sa situation soit favorable. Il a été arrêté et traduit en justice par le gouverneur du Bazouri, qui l'accusait également de propager des faux bruits. Il me dit à Yo Bazouri. Alors, je vais me mettre en scène. Voilà la question. Vraiment, et puis je dis, mon général, j'ai quand même fait. Tu as quand même dit. J'ai quand même fait. Malgré tout, j'ai quand même fait. Et puis, pour la petite anecdote, le général, lui, c'est un Moussa qui vous mange sérieusement le malemba. Ce qu'on appelle le malemba. Tu connais ce que c'est? Je vois ça, je vis un peu. Bon, le malemba en français, ceux qui suivent l'émission, ils peuvent écrire en commentaire. Le malemba, c'est pas en français, moi je ne connais pas. Malemba, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle. On va franchiser ça. Et puis moi, je suis passé mon enfance, j'ai de moments précis. Je suis un peu habitué déjà. Exact. Et donc c'était pour moi un repas de retrouvailles, comme on dit. Un repas nostalgique qui m'a rappelé mon enfance. J'ai sérieusement mangé le malemba. Oubliant que quand tu le manges sérieusement, ça t'envoie aux toilettes. Et c'était déjà très tard, pour pousser bien sûr. Et donc, du coup, je mange, j'ai envie d'aller me soulager. Et donc, il faut découvrir alors la prime du Zaïre. Alors là, je vais revenir quand on va parler des conditions carcérales de la prison centrale. Qu'est-ce qui vous a plus marqué pendant votre séjour en Zaïre? Alors, je vais vous dire ceci. Avec la reconstruction, les travaux de réhabilitation de la prison, comment ça s'appelle? De l'ECG, la prison pour mineurs, on a amené tous les mineurs à l'intérieur. À la prison centrale. Oui, non, on les a amenés là-bas. Alors, j'ai remarqué qu'ils étaient une vingtaine. C'est-à-dire que tu peux trouver des enfants de 8, 7 ans, 9 ans avec nous là-bas. Le premier jour, parce que je suis arrivé la nuit, mais le premier matin, quand j'ai vu ces enfants, c'était la première chose qui m'a marqué. Je me suis dit, de cohabiter avec ces enfants, ça veut dire que rapidement, ils cohabitent avec des bandits de branchement, des criminels, et de leur éducation. Il y a des parents qui envoient parfois leurs enfants en tenue, juste pour besoin d'éducation. Mais quand ils arrivent, ils cohabitent avec des... Ils prennent la vie comme ça. Ils cohabitent avec des grandes personnes qui parfois, vous savez, là-bas, c'est les alliés. Hein. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas assez orthodoxes. Et ces enfants, ils peuvent, par mimétisme, répéter ce type. Alors ça, c'était la première chose qui m'a négativement marqué. Et je me suis dit, je vais capitaliser ma présence dans la prison pour être utile aux plus jeunes et aux plus vieux. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait des détenus de troisième âge qui souffraient terriblement. Au Zaïre, le repas, il est à go unique. Tu comprends ce que ça veut dire? Si c'est une seule fois le jour. Et on te le donne aux alentours de 15h. On te donne cette boule de foufou et un petit plat de haricots. Alors là, je ne dénonce pas, mais je profite de votre caméra et de votre micro pour faire un plaidoyer aux autorités congolaises, pour faire un plaidoyer, pour demander aux organisations nationales et internationales qui s'occupent des droits humains, qui se battent pour la dignité de l'être humain. L'être humain, il continue à rester un être humain, il mérite d'être traité avec dignité, même en détention. Et donc les conditions de détention à la prison centrale de Kisangani, surtout les conditions de restauration,
prédispose à des maladies. J'ai vu des gens qui promettent juste ce repas de l'État parce que tout prisonnier n'a pas la capacité de se faire sa propre bouffe. Moi, par exemple, j'avais beaucoup d'amis qui venaient me voir, je pouvais facilement me faire à manger moi-même. Mais il y a des prisonniers là-bas qui ne reçoivent pas les limites. Et donc, ils sont obligés d'attendre le repas de l'État. Et ce n'est pas la quantité est largement insuffisante. Si l'État congolais peut améliorer, ne fût-ce que le traitement en termes de restauration des prisonniers. Et donc, ce qui m'a marqué plus, c'est ça. On cohabite avec des mineurs et j'étais trop inquiet sur l'avenir de ces enfants, obligé de cohabiter avec de grandes personnes. Mais aussi, j'étais aussi inquiet par les personnes de troisième âge, les prisonniers de troisième âge, qui étaient soumis à ces conditions de restauration assez précaires. Mais au-delà de tout ça, j'ai été aussi marqué par des choses positives. Si tu me donnes le temps, je peux revenir sur 2 ou 3 choses positives qui m'ont marqué. La première des choses, c'est l'organisation interne. Et d'ailleurs, nous avons le roi d'Isaïe, que nous appelons capitaine général. Nous avons son adjoint, que nous appelons les 02. Le capitaine général, c'est lui le président. Les 02, c'est lui le premier ministre. Alors, il s'occupe un peu de l'administration de la prison. Nous avons le 03. Le 03, c'est lui qui s'occupe de la discipline. Il fait la ronde chaque jour aux alentours de 16 heures. Il y a ce qu'on appelle la patrouille interne. Et lui, il fait la ronde, il va à la sécurité et il sait que je te dis. Et puis quand on commence à siffler, tu dois, parce qu'à 16 heures déjà, chacun doit être devant son dortoir. Et il fait là ce que cela se fait. On a au-delà de ces 03, on a maintenant ce qu'on appelle le capita de dortoir. Ça veut dire que chaque dortoir qui accueille autour de 80, voire même 100 ou même 110 personnes, je connais un dortoir qui est surpeuplé, qui accueille plus de 100 personnes. Je te parle des espaces exigus, hein. Je ne te parle pas de grands espaces, non. Espaces exigus, pas de lits, et ceux qui ont la possibilité d'avoir des matelas, les chefs sur la pavée. Hein. Et parfois, vous trouvez des personnes entassées comme des sardines. Hein. Et donc, chaque dortoir, on a quand même des capitales. Des capitales, quoi. C'est la discipline logicienne. Vraiment. Et donc, on a même la police et tous les prisonniers sont prévus. Ça veut dire que si vous remarquez qu'il y a des gens qui se battent, directement les prisonniers, eux-mêmes, ils ont les réflexes. Ils crient police, police. Et là, vous voyez, ils vont se déployer, ils arrêtent la bagarre. Et c'est ce que nous permet là-bas, je te dis là-bas, cette discipline, c'est la chose qui m'a la plus marqué positivement. Et ça nous permet de nous sécuriser. Mais au-delà de ça, il y a aussi une chose positive qui m'a marqué, c'est la solidarité. La solidarité entre détenus. Je veux dire, c'est une solidarité authentique. Même si parfois on est boutiqué par des... Comment je vais appeler ça? Je ne veux pas parler vraiment du fait qu'il y a une sorte de gourmandise, mais il y a une sorte d'entraide un peu exacerbée. Les gens demandent tout. Il peut te demander de l'eau, après il peut te demander la cigarette, après il peut te demander ta chemise, après il peut te demander aussi un singlet si tu es là de plus. Il peut aller trop loin, on est devant la caméra, voilà, il peut demander tout. Hein. Donc il y a cette solidarité qui, à mon goût, dépasse un peu les bornes, mais qui permet aux gens de vivre en harmonie. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont positivement marqué. Est-ce qu'en prison, les prisonniers ont accès, par exemple, à l'éducation, aux travaux rémunératifs forcés, bien sûr, et même à la santé? Alors, ce qu'il faut dire en toute vérité, c'est que les prisonniers qui ont ce qu'on appelle le contrat par cœur, c'est-à-dire qui ont épuisé qui ont pratiquement épuisé leur peine, ils sont admis pour des travaux. Ils accompagnent les surveillants dans certains travaux manuels. Mais je n'ai pas
pense pas, et je crois que ces travaux ne sont pas rémunérés. Ça veut dire comme ils ont ce qu'on appelle la contrainte par corps ou contrainte par corps et qui n'ont pas la possibilité de payer ça, alors ils sont soumis à des travaux, mais ils ne sont pas rémunérés. Il faut mentionner ça. Mais aussi, moi par exemple, je suis porteur d'ailleurs d'un projet. Je vais essayer de rechercher des partenariats. Parce que quand j'étais déjà en prison, j'avais déjà démarré un mini-programme d'éducation civique et morale avec les mineurs, les plus jeunes. Je vous ai dit qu'il y avait des mineurs là-bas. Et donc, j'essayais de passer mon temps avec eux pour leur apprendre les valeurs républicaines, pour leur apprendre la politesse, pour leur apprendre le vivre ensemble, pour leur apprendre l'histoire du Congo. Pour stimuler, en fait, moi je suis patriote et je suis foncièrement patriote. Pour moi, à chaque occasion de parler à un autre Congolais pour éveiller sa conscience, même si le plus jeune, pour moi il est bon, et j'ai capitalisé ça pendant ce jour, je compte alors le faire de manière plus ou moins structurelle, avec des manières plus utilisées, et pour ça, je pense que je vais vraiment me déployer pour arriver vraiment à faire ça, à continuer ce programme d'éducation civique et morale de mineurs qui sont en détention. Mais aussi, je pense que toutes les organisations qui luttent pour les droits sexuels et reproductifs doivent tourner leurs yeux aussi sur les prisonniers. Sur le plan émotionnel, sanitaire. Sur le plan émotionnel, en tout cas, je vais revenir sur la journée du 18 octobre 2025. Une journée doublement symbolique pour moi. 18 octobre 2025, en tout cas 18 octobre, c'est la date de mon anniversaire. Je suis né le 18 octobre et j'étais en prison ce jour-là. Au-delà de ça, le 18 octobre, un frère d'armes, un soldat, tombé parce qu'il a été tabassé lors d'une manifestation, notamment, a été enterré le 18 octobre, Joël Mouakanyinga, militant de Philippe. Et ce jour-là, j'ai tout essayé pour obtenir une escorte afin d'assister à son deuil. Je n'ai pas pu. Sur le plan émotionnel, j'étais doublement choqué. Choqué parce que j'étais dans l'impossibilité de pleurer mon frère. De pleurer celui que je considère comme un martyr de la démocratie et de la bonne gouvernance. De pleurer celui qui, jusqu'avant de mourir, continuait à lutter pour exiger ma libération. Et donc cette journée-là, elle a été la journée la plus longue de ma vie. Elle a été la journée la plus douloureuse de mon séjour carcéral. Et en tout cas, j'ai eu un mélange d'émotions. Tristesse, frustration, colère. Et je me rappelle même que j'ai refusé de manger. Je n'ai pas pu manger ce jour-là parce qu'il y avait tous ces sentiments entremêlés. Et donc, mais on ne peut rien, c'est notre destin. C'est dans le destin. Et de nous-mêmes pendus ne peuvent jamais se noyer. Et donc, Joël est parti. Il a passé toute sa vie à lutter pour le changement dans ce pays, à lutter contre l'impunité, contre la prédation. Et aujourd'hui, j'espère que son âme repose en paix. Oui. Et surtout que vous êtes dehors. Alors, je dis Diamabena, est-ce qu'en prison, vous avez également remarqué les inégalités sociales, par exemple, et raciales? Bon, moi, par exemple, j'étais dans une série où il y avait les gens de la peau blanche on mangeait ensemble. Et j'ai aussi vu dans d'autres docteurs qui avaient des expatriés, il y avait des gens qui n'étaient pas congolais. Mais à aucun moment j'ai remarqué une sorte de discrimination parce que ces personnes n'étaient pas congolais, ou bien parce que ces personnes étaient des Congolais à la peau blanche. À aucun moment je l'ai remarqué. Mais par contre, j'ai quand même remarqué ce qui est normal, qu'il y avait des détenus un peu plus gardés financièrement, et d'autres un peu plus dépourvus. Ça ne manque pas. Il y a toujours ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. Il y avait aussi des détenus de plus nécessités. Et moi, les jours où il y avait beaucoup de bouteilles d'eau, par exemple, j'ai sorti avec, je distribuais, j'ai donné à ceux qui ne m'avaient pas. Et donc, en tout cas, la discrimination, qu'elle soit liée à la race, qu'elle soit liée à la nationalité, ou bien qu'elle soit liée à la tribalité ou à l'ethnie, elle n'était pas observée ou observable dans la prison centrale qui s'en est. Est-ce qu'il
la société peut jouer un rôle dans la réinsertion en cas d'autres prisonniers, par exemple? Oui, il y a un rôle prépondérant à jouer. Par exemple, l'accompagnement psychologique. C'est important. Ce traumatisme avec lequel on vit au Zaïre n'est pas donné à tout. J'ai vu des personnes venir me rendre visite et sortir malades. J'ai vu des personnes juste en voyant, en me rendant visite. J'ai vu des gens pleurer. Je connais quelqu'un qui est venu me rendre visite quand il est rentré, il est allé à l'hôpital. Et donc, ça dit que c'est traumatisant. Les Zaïre, il est un monde à part. Il est traumatisant. Mais les médecins qui prennent soin de ça. Nous avons même un centre de santé, presque. Nous avons des médecins, il y a même des médicaments. Mais après, quand vous sortez de la prison, les besoins d'accompagnement psychologique est peut-être que moi aussi j'ai besoin de ça, mais j'ignore encore. Mais en ce qui me concerne, j'estime que tout va encore bien, j'ai les bons réflexes, je n'ai pas oublié des petites choses et je suis en train de reprendre la vie normalement. Vraiment, nous courons derrière le temps. Cette émission tend vers sa femme. Je disais, ma belle, est-ce que la prison transforme une personne? Si oui, à quel niveau vous êtes transformé? En ce qui me concerne, oui, la prison m'a transformé. Déjà, elle m'avait transformé en 2017. J'étais encore plus jeune quand je suis allé pour une première fois injustement encore, pour souligner injustement. Cette fois-là, au moins, je n'étais pas condamné précipitamment. Et donc, quand je suis sorti de la prison centrale en 2017, je me suis dit que rien n'est plus cher que le condé. Et que la lutte devrait se poursuivre. Cette fois-ci encore, quand je suis reparti, je suis sorti de la prison, en tout cas très, très motivé. Motivé à poursuivre la lutte contre la prédation. Motivé à poursuivre la lutte contre l'impunité, contre l'injustice sociale, contre la mauvaise gouvernance. Parce que, normalement, je ne devais même plus me retrouver en prison. Et personne ne devait se plaindre du fait qu'un citoyen, un défenseur des droits humains, et critiquer la gestion de la violence. On ne devait pas avoir de plaisir pour ce dossier-là. Voyez-vous? Et donc, vu tout ce qui s'est passé, encore que je sais pertinemment bien que j'ai été envoyé en prison pour essayer de me taire, alors, là, je suis sorti libéré, réengagé, remotivé. Et la prison nous aide à apprendre de tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais quand vous partez parce que vous avez été coupable, je pense que vous en sortirez avec la leçon de ne plus refaire ce que vous avez fait. Mais quelqu'un comme moi, je sais comment envoyer en prison parce que vous voulez me faire taire. Mais puis, si tu parles vraiment encore ton voix, mais comment je vais, alors, je vais... Et donc, quand je rentre, je suis encore plus motivé. Encore que, je dois le dire, je ne peux pas finir cette émission sans le mentionner. Quand je suis allé en prison, j'ai vu l'élan de solidarité sur mon dossier. Ça m'a motivé. C'était comme vous êtes ami un journaliste, c'était dans le cadre de l'amitié. En tout cas, non, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'étais arrêté injustement. Et face à l'injustice, plusieurs citoyens se révoltent. Les journalistes se sont révoltés, on arrête quelqu'un injustement. Les activistes se sont révoltés. Voyez-vous? Les artistes, il y a eu même une chanson diffusée par les artistes engagés de Kisangani. Donc, toutes les couches sociales, les acteurs de la justice civile, les organisations des droits humains, tant sur le plan national que sur le plan international, les médias, tant sur le plan national que sur le plan international. Donc, cette solidarité m'a été très utile. C'était comme un bouclier émotionnel. À chaque fois que je voulais me sentir saine, je me sentais encore plus motivé. Je me sentais plus soutenu. C'est comme ça qu'en sortant de la prison, il faut que la lutte continue. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la justice congolaise et s'il faut changer quelque chose, qu'est-ce que vous allez proposer? D'habitude, je suis assez critique sur la justice et je mentionne souvent ce qui n'est pas bien fait. Aujourd'hui, quand même, je voulais mentionner, je voulais porter plutôt un toast aux juges indépendants. Ils existent. Par exemple, pour mon cas, c'est le juge en appel qui m'ont acquitté
malgré que je faisais face à un procès politique. Ils ont eu le courage patriotique d'affronter la pression politique. J'ai bien acquitté. Ces juges-là, ces poignées de juges-là, qui restent patriotes, qui restent honnêtes, qui restent intègres et imperturbables, nous ne mentionnons pas souvent leur courage. Généralement, nous tournons notre regard vers ceux qui sont pris en otage, ceux qui sont instrumentalisés par les politiques. Mais nous oublions de mentionner qu'il y a aussi des justes juges, il y a aussi des juges honnêtes. Et moi aujourd'hui, en tout cas, je voulais me focaliser sur cela pour dire que malgré le défi de notre système judiciaire, il y a des juges, il y a des magistrats courageux, patriotes et honnêtes qui font bien leur boulot. Sinon, je ne serais pas en train de répondre à cette invitation, on ne serait pas en train d'animer cette émission parce que j'ai été condamné à 6 mois. Je serais encore résailli. Si je suis dehors, c'est parce qu'au sein de ce système judiciaire, ce corps qui est pratiquement caporalisé, il y a aussi ceux qui sont justes. Comme le disait l'Éternel à Élie. Quand Élie a dit, je suis resté le seul, tous les autres se sont prosternés devant le Dieu de Baal. Dieu a dit, il y a encore une réserve. Il y a encore plus de 500 qui ne se sont pas encore prosternés devant Baal. Et donc il y a encore des juges honnêtes et il faut les saluer en passant. Alors, mes 2 dernières questions, je vais les lire pour être précise. Si vous aviez 1 minute pour parler à un ministre de la Justice en RDC, que direz-vous? Un message, j'aime que je suive. Je commence par le ministre. Je dirais au ministre de la Justice en RDC. Je sais que l'économie a plusieurs défis. Certains défis sont conjoncturels, d'autres sont structurels. Mais je pense que l'un des défis conjoncturels sur lesquels il est important d'agir maintenant, c'est le système carcéral, le système pénitentiaire congolais, et plus particulièrement la prison centrale de Kisangani. Il est important d'agir d'abord pour désengorger cette prison. Il y a des gens qui sont là-bas, tout simplement parce qu'ils n'ont personne pour surveiller un dossier. Mais ce sont des innocents. Il y a aussi certains prévenus qui sont là-bas, qui ont passé plus de mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois, voire même certains plus d'une année sans être jugés et condamnés. Et donc, il y a lieu de désengorger cette prison qui a été construite pour un nombre très réduit d'individus, mais qui aujourd'hui héberge plus de 1300 prisonniers. Il y a lieu de désengorger cette prison, il y a lieu d'améliorer les conditions de travail, d'abord de l'administration pénitentiaire. Il faut aller là-bas pour voir que les surveillants n'ont pas de chaises, n'ont pas de bureaux. Il faut moderniser cette administration-là. Le paperasse qu'on y trouve, parfois même certains dossiers disparaissent parce que le système d'archivage n'est pas mieux structuré. Donc il y a lieu de moderniser les conditions de travail de cette administration pénitentiaire. Il y a lieu d'humaniser les conditions de travail. Maintenant à l'intérieur, il y a lieu d'améliorer aussi les conditions de vie, les conditions carcérales. Pensez au système, à notre, je vais dire notre, alors que je ne le suis plus, je suis un ex. Pensez aux installations sanitaires. Pensez à la restauration des prisonniers. Pensez à comment ils dorment. C'est important d'humaniser les conditions. J'ai un message pour les jeunes qui me suivent à travers cette émission. Lumumba disait que l'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est meilleur. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que cet avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui et maintenant.